Bonjour Charles Louis. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Débat pendant 1 heure à 9 jours du premier tour. Débat entre le Front National de Marine Le Pen et le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. À mes côtés pour débattre, Jean-Claude Autobruck du Front National, bonjour. Bonjour les auditeurs. Et face à vous, Karine Garcia, bonjour. Bonjour Charles. Bonjour. Alors Jean-Claude Autobruck, vous êtes secrétaire départemental du Front National. Karine Garcia, vous faites partie de ces personnalités qu'on dit issues de la société civile et qui militent au sein du mouvement d'Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que vos programmes, tous les opposent sur l'Europe, le social, les retraites, l'emploi, la sécurité, on va y revenir évidemment. Et entre vous, c'est un petit peu la course à l'échalote à qui sera le plus anti-système. Avant d'aborder ces sujets de fond, question d'actualité évidemment, hier à Saint-Benoît, un homme de 22 ans a fait feu sur 2 policiers. Il est en garde à vue. La section antiterroriste de Paris arrive aujourd'hui à La Réunion. Jean-Claude Autobruck d'abord, et je vous passerai la parole, Karine Garcia. Est-ce que ce fait divers nous montre que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, la menace terroriste existe bel et bien chez nous, à La Réunion? Bien sûr, nous l'avons déjà signalé à plusieurs reprises. Et les autorités ont fait preuve d'un certain courage et puis d'un grand sang-froid pour arrêter cet individu. Sauf que je trouve que cette arrestation arrive un petit peu juste avant les élections. Bon, il y a peut-être une petite manipulation. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, déjà depuis longtemps, et puis continuer aujourd'hui, à faire les arrestations des fichiers S, qui aujourd'hui sont un peu plus d'une centaine à La Réunion? Des fichiers S qui pourtant, n'ont pas encore sévi, et comme il y a la présomption d'innocence qui doit prévaloir, peut-être que c'est un petit peu... Allez, fort de café de faire ça. Je dis simplement d'aller vérifier dans leur grenier, dans leur cave, s'il n'y a pas des armes. Pourquoi ne le fait-on pas pour tous les fichiers S? Alors ça a été fait, mais après, et vous le déplorez du coup. Eh bien oui, du coup, bien sûr. Puisqu'il y avait aussi une présomption de tentative d'attentat aussi. On a trouvé des explosifs. Karine Garcia, sur ce que vient de dire Jean-Claude Autobruck, on aurait dû étudier avant le cas de cet homme qui peut-être est radicalisé. Est-ce que vous partagez le point de vue? Alors déjà, je voudrais apporter mon soutien aux forces de l'ordre qui ont été blessées, à toutes les forces de l'ordre qui travaillent sur tout notre territoire. Ce que l'on voit, c'est que le terrorisme, justement, aujourd'hui, c'est pas si simple. Pour cette personne, on le voit que la radicalisation s'est faite par Internet, donc ça s'arrête pas aux frontières de la France. Et c'est justement toute la difficulté aujourd'hui qui réside dans les personnes qui ont été radicalisées. C'est pas simplement je suis chez moi, j'ai des armes. Non, ça va bien au-delà de tout ça. Il faut essayer d'aller bien au-delà, et c'est bien pour ça que dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est avec un programme européen en travaillant avec tous les pays de l'Europe qu'on va pouvoir éradiquer justement ce phénomène de terrorisme. Alors c'est vrai que Karine Garcia l'a dit, Jean-Claude Autobruck, c'est un homme de 22 ans qui est vraiment né à La Réunion, qui est français, et quand Marine Le Pen fait le rapprochement entre l'immigration et le terrorisme, là pour le coup, ce constat ne se vérifie pas. Oui, mais sauf que l'islamisation radicale, oui, ça se fait aussi par Internet. Mais nous avons bien aujourd'hui une invasion d'islamistes radicaux, autant sur le plan national que sur le plan local. Donc, ça veut dire que les frontières de l'Europe sont des passoires. Et que si l'Europe n'est pas capable de tenir des frontières correctes pour filtrer les gens qui entrent chez nous, eh bien que la France remette les siennes. Karine Garcia, alors, vous pouvez répondre. En remettant les frontières, ça n'empêchera pas que la personne qui est sur Internet et qui vient dans notre pays pourra quand même venir, même en fermant la frontière. Ben oui, mais c'est un combat contre l'islamisme radical qu'il faut mener d'une manière générale. Alors expliquez-moi, en fait c'est quoi l'histoire? On revient à l'époque des Gaulois, Astérix, Obélix, c'est ça? On referme les frontières, on se renferme sous nous-mêmes? Parce qu'on n'a pas la potion magique en fait derrière, donc ça va être compliqué. Vous me faites sourire, mais la potion magique, Marine Le Pen l'a, parce que à partir du moment où c'est dans ces 10 premières mesures, les fichiers S seront expulsés. Les fichiers S. Alors, dans les fichiers S, vous avez des Français. Vous allez faire comment pour expulser des Français? Eh bien, s'ils sont Français, ils seront mis sous surveillance. Ils resteront sur le territoire. C'est déjà le cas. Ils seront mis sous surveillance. C'est déjà le cas. Vous savez que les fichiers S sont déjà sur surveillance. Après, il faut arriver justement à les identifier. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir... Excusez-moi, je finis ma phrase. L'intérêt, c'est d'avoir au niveau d'une police qui soit européenne et qui ait un échange au niveau des renseignements pour qu'il y ait une meilleure collaboration. Et en effet, il va falloir améliorer cette partie-là pour pouvoir travailler. Si vous êtes juste au niveau de la France, si vous voulez fermer vos frontières, c'est pas comme ça vous empêcherez des personnes de rentrer et de faire des actes terroristes. Il y a déjà des accords avec les pays européens et il y en a même dans tous les pays du monde. Oui. Il y a des accords avec les Américains, il y a des accords avec les pays du Moyen-Orient, etc. Et d'ailleurs, beaucoup d'attentats ont déjà été déjoués grâce à ça. Ces accords ne seront pas remis en cause, bien au contraire, ils seront développés.
mais les djihadistes qui sont en France aujourd'hui, et s'ils sont français, eh bien, vous avez vu qu'il y en a quelques-uns qui ont échappé aux renseignements généraux et qui ont tué jusqu'à 400 innocents. Bon, eh bien, ces gens-là, je suis désolé, mais la surveillance n'est pas suffisante. Mais on est tous à vouloir supprimer le terrorisme. Là-dessus, il n'y a pas de raison. Et le FN n'a pas le monopole de la protection des Français. Ah oui, chère madame, seulement ça fait 40 ans que nous le disons, nous. Je suis bien d'accord. Et aujourd'hui, vous vous réveillez, monsieur Macron. Ah non, on ne se réveille pas. Le mouvement Marche existe depuis un an, hein, je vous rappelle. L'ensemble de la classe politique, aujourd'hui, parle comme Marine Le Pen. Mais bon sang, il fallait prendre ces mesures il y a 40 ans. On n'en serait pas à ce niveau-là aujourd'hui. Tout à fait. C'est bien pour ça que les politiques, depuis 30 ans, n'ont pas fait grand-chose, que ce soit à gauche et à droite. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a lancé un nouveau mouvement qui justement va rassembler des personnes de gauche et de droite pour faire quelque chose de nouveau. Parce qu'on est dans un système qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Mais monsieur Emmanuel Macron faisait partie des gouvernements que je viens de citer. Là, on s'écarte du sujet. Pour rester sur le volet sécurité, on va y venir après, sur les petites bisbilles entre partis, qui est avec qui soutient qui et qui a soutenu qui par le passé. Bref, en tout cas, pour rester sur la sécurité, c'est vrai qu'il y a un sondage qui vaut ce qu'il vaut, puisque ça n'est qu'un sondage. C'est un sondage du Cevipof qui montre que 60% des fonctionnaires de police voterait, je dis bien voterait, je parle conditionnel, pour le Front National. Karine Garcia, ça c'est un constat d'échec, un aveu d'échec. En tout cas, ça prouve que les gouvernements qui nous ont dirigés dans les dernières années n'ont pas su convaincre ces fonctionnaires de police qui travaillent parfois au péril de leur vie. Alors, je pense qu'il y a eu des politiques qui, en effet, ont été malheureusement mal faites. Emmanuel Macron veut justement réinstaurer la police de proximité, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a justement des zones de non-droit. En restaurant des polices de proximité, ce qui nous permettra que tous nos policiers puissent sur le terrain avoir des zones qui soient toutes couvertes, et c'est clairement aujourd'hui pas le cas. Donc, en effet, il va falloir qu'il y ait des modifications sur la politique en termes de police, et c'est en effet une décision que prendra Emmanuel Macron quand il sera élu. Voilà, alors ça fait 40 ans que le Front National dit qu'il faut éradiquer les zones de non-droit, puisqu'il y a des zones où la police, les pompiers, les médecins ne mettent plus les pieds en France. Et aujourd'hui, ce monsieur qui était au gouvernement hier, qui n'a pas fait ce qu'il prétend vouloir faire aujourd'hui... Non, c'est à l'économie. Si. L'économie, c'est pas la justice ni la sécurité. Mais il faisait partie de cette équipe. Il était dedans. Non, il ne faut pas tout assimiler. C'est trop facile de mettre... Mais non. Les décisions se prennent en commun dans un gouvernement. C'est pas un homme seul, c'est pas monsieur François Hollande qui prend la décision. Alors, Emmanuel Macron ne représente pas un gouvernement à lui tout seul. Ça vous gêne, Karine Garcia, quand on assimile Emmanuel Macron à François Hollande, par exemple? C'est gênant? C'est surtout qu'il a démissionné du gouvernement parce que justement il n'arrivait pas à faire ses mesures. Donc aujourd'hui dire qu'on l'assimile au gouvernement, de François Hollande, le constat est qu'il a été 2 ans au niveau du gouvernement, qu'il s'est rendu compte qu'il était bloqué par rapport aux mesures qu'il voulait faire, et c'est pour ça que le 30 août il a pris la décision de démissionner. Donc c'est un petit peu facile d'entendre toujours la même chose. Comme je voudrais aussi en parler, on parle toujours de banquiers. Moi je vais vous dire vraiment ce qu'il en est. On va y venir après tout ça. Là on est sur la sécurité, Karine Garcia, mais vous faites bien d'en parler. On va y venir. Mais restons sur le volet sécurité. C'est vrai que Jean-Claude Autobus, ce que vous dites clairement, c'est que Emmanuel Macron aurait dû agir plus tôt, sauf que effectivement, il n'était pas aux affaires au niveau sécurité. Il y a un principe simple. François Hollande est arrivé aux commandes, il a dit je vais faire 60 mesures, je fais ci, je fais là. Il n'a rien fait. Donc c'était un menteur. Aujourd'hui, son fils spirituel, c'est la même chose. C'est l'hologramme de monsieur François Hollande. C'est son hologramme. Disque, monsieur. Non, mais laissez-moi terminer, je vous ai laissé terminer tout à l'heure. À partir du moment où nous avons affaire à des menteurs, parce qu'ils sont inféodés à Bruxelles, comment voulez-vous qu'ils prennent des mesures? C'est ça la souveraineté. Il ne peut pas prendre de mesures. Il va obéir à Bruxelles, comme l'a fait François Hollande. Et donc, les mesures qu'il prétend dire aujourd'hui, il ne les prendra pas. C'est un menteur. C'est vrai qu'Emmanuel Macron souhaite en tout cas embaucher plus de policiers lors de son éventuel quinquennat. Tout à fait. Et Marine Le Pen aussi. Mais c'est ce qu'a dit Marine Le Pen. Ils sont tous en train de copier le projet de Marine Le Pen. Ça a toujours été. Vous êtes des copieurs apparemment, Karine Garcia et Emmanuel Macron. On n'est pas du tout des copieurs. Je vais rappeler un petit peu l'historique du mouvement Marche, qui est né il y a 1 an. Qui s'est basé. Il est un peu jeune ce mouvement. Alors, si vous pouvez laisser finir ma phrase, merci. Je vous en prie. Qui s'est justement basé sur un constat
en allant, ce qu'on appelle la grande marche, en allant voir les gens au quotidien, en faisant un constat de la société. Et par rapport à ça, il y a un contrat et des propositions qui ont été mises en place. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est ni un copieur. Ce constat, il a été fait par des personnes de la société civile comme vous et moi. C'est une réalité, qu'elle vous plaise ou pas. Il veut faire plaisir à tout le monde, à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais c'est pas une question de faire plaisir. Pas large quand on veut devenir à ce poste-là. Et c'est là que vous n'avez pas compris. Vous êtes toujours dans la même politique des 30 ans. Aujourd'hui, on n'est pas dans dire faire plaisir à gauche, à droite. C'est de se dire, j'ai des bonnes idées à gauche, il y a des bonnes idées à droite. Plutôt que de les opposer, on va travailler ensemble. C'est là où vous n'avez pas compris peut-être la subtilité. Il y a des bonnes idées à gauche, à droite, c'est pas une question de centrisme. Vous voulez absolument le positionner dans un mouvement. Peu importe. À partir du moment où vous avez des bonnes idées à gauche, à droite, pourquoi s'en priver? Travaillons ensemble pour faire les choses mieux. C'est exactement, on a essayé la droite, vous voyez ma main droite, j'ai ma main gauche, on a essayé la gauche, la main droite. Voilà. Laissez-moi finir s'il vous plaît. On a essayé la gauche et la droite, ça n'a pas marché. L'idée c'est aujourd'hui de s'allier. Prenons nos deux mains et avec nos deux mains, soyons plus forts pour proposer quelque chose. C'est ça le programme d'Emmanuel Macron. C'est bien ce que vous dites, on a essayé à gauche, on a essayé à droite. Oui. Lui, il était dans la gauche. Eh bien, essayons Marine. Tout simplement. Non, mais là, moi, je vais vous dire, on est dans l'extrémisme, monsieur Autobruck, c'est juste pas possible. Il y a à peine un an que vous avez créé le mouvement En Marche, d'accord? Et vous avez très bien choisi votre nom, c'est En Marche vers le gouffre. On va se retrouver dans un gouffre, en marche vers le gouffre. Et le Front National avec l'extrémiste, là, c'est juste la guerre civile, monsieur Autobruck. Mais bien sûr que si, n'oublions pas d'où vient le Front National, monsieur Autobruck. N'oubliez jamais ça. Et surtout, répétez-le bien en français, d'où vient le Front National. Moi, j'ai grandi... Si vous dites que nous sommes des extrémistes, dites-moi qui est le GUD, le Printemps français, le Bloc identitaire, le Salon belge, vous les classez où? Dans des mouvements extrémistes. Ah, je vous remercie. Et voilà ce qu'il veut dire. Allez, on s'est un petit peu écarté du sujet sécurité qu'on referme, puisqu'on va parler effectivement de ce second tour dans 9 jours. Tous les instituts de sondage prévoient une forte abstention. Vos candidats ont tous les deux du mal, il faut le dire, à convaincre les électeurs des autres partis. Karine Garcia, tous les mélenchonistes qui appellent à l'abstention, vous leur dites quoi ce matin? Parce qu'il y en a. Alors, ce qui est important aujourd'hui à dire, les abstentions, je pense qu'en effet, c'est notre travail au quotidien sur le terrain. Je pense qu'il faut justement, on parle pas mal de choses. On n'a pas forcément parlé beaucoup de programmes, je trouve, durant cette campagne électorale. Assez pourri par les affaires, oui. Voilà, exactement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le programme d'Emmanuel Macron est à la fois social et à la fois économique. Il faut justement qu'on détaille peut-être beaucoup de manière plus importante le programme social, où des personnes qui justement ont voté Jean-Luc Mélenchon vont justement pouvoir s'identifier. Peut-être qu'elles n'ont pas eu connaissance de ces points-là, et c'est aujourd'hui à nous de pouvoir leur parler. Jean-Luc Mélenchon, là, n'a pas voulu se positionner, et en tout cas, il l'a toujours pas fait. Est-ce que vous condamnez cette attitude ou pas? Après, moi, alors, on parle toujours du Front républicain. Moi, je pars du principe que chaque citoyen est assez grand pour prendre ses décisions par lui-même. Alors, évidemment, on parle de Front républicain, c'est très bien. Mais le citoyen, je le vois sur les réseaux sociaux, disent « Oh, mais de toute manière, quoi qu'il en soit, je déciderai en mon âme et conscience. » Donc, moi, j'en appelle à toutes les personnes à venir nous voir, pour qu'on puisse justement, et j'espère qu'on va pouvoir le faire tout à l'heure, parler aussi justement du programme social d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a énormément de choses dans ce programme, pour que toutes les personnes aujourd'hui puissent s'identifier. Il est évident qu'aujourd'hui, nous devons rassembler des personnes de gauche et de droite, et en effet, nous devons travailler dans la bienveillance et lutter contre des partis extrémistes comme le Front National. Ce principe de Front républicain, est-ce que vous ne pensez pas que les Français en ont un petit peu marre? Parce que ça fait 15 ans, quasiment jour pour jour, qu'on leur sert la soupe, effectivement, du Front républicain. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un fonctionnement qui a déjà été fait et dont les Français ont marre, voilà, tout simplement? Est-ce que... Bon, écoutez, Mme Garcia a répondu sur Karine Garcia, non mais juste pour finir, et puis je vous passe la parole après, Jean-Claude Autobruck. Peut-être. Le Front républicain, il est à la base, les élus le font aussi parce qu'on sait les dangers que représentent les partis l'extrême droite. Et après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'en effet, les citoyens sont des grands garçons, des grandes filles, pour décider en leur âme à conscience leur vote. Ne pas voter aussi, s'abstenir, c'est aussi laisser la place quelque part à l'extrême droite. Il faut aussi quand même en avoir conscience. Oui, Jean-Claude Autobruck. Parce que vous avez aussi du mal à convaincre les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan, qui doit d'ailleurs aujourd'hui réunir ses troupes pour savoir ce qu'on fait. L'extrême droite, ce sont les partis que j'ai cités tout à l'heure, et donc nous ne sommes pas dans l'extrême droite. Bon, je passe sur ce sujet. Revoyez votre passé. Au social de M. Macron, parlons-en. Là, sur l'abstention, parce que vous aussi vous êtes concerné, Jean-Claude Autobruck. Du social de M. Macron. Non mais là, on s'écarte du sujet, essayons de respecter les items, sinon on va rien y comprendre. Jean-Claude Autobruck, vraiment, restons sur l'abstention. Restons sur l'abstention. Vous avez vraiment du mal, vous aussi, avec votre parti, à convaincre les autres, les abstentionnistes, et notamment Nicolas Dupont-Aignan, qui n'a pas pris position lui aussi. Non, mais moi je veux répondre aussi à Mme Garcia, parce que... Ouais, mais là on s'écarte du sujet, encore une fois. Vous savez ce que c'est le Front républicain aujourd'hui? Voilà, là on y est. Alors allez-y.
c'est le front de conservation de la gamelle. Tous ces anciens élus qui ont mis la France à genoux essayent de se sauver à travers un front républicain, essayent de sauver leur gamelle, de sauver leurs privilèges. Et M. Macron en fait partie. Et il remettra demain, quand il sera au pouvoir, tous les mêmes élus que nous avons connus. Monsieur Valls, Monsieur Fabius, Monsieur Hérault et toute la bande. Non, là c'est du mensonge. Monsieur Autobruck, je ne peux pas vous laisser dire des bêtises. Ça vous énerve ça, Madame Garcia. Non, mais laissez-moi finir. Moi, je vous ai laissé parler, mais vous ne me laissez pas parler. Donc, ça veut dire que vous êtes énervé parce que je dis une vérité. Il n'y a que la vérité qui offense. Oui, demain, avec Macron, nous retrouvons tous les mêmes élus. Ce qui veut dire que nous allons, parce que c'est pas Macron seul qui va faire la politique, et tous ces mêmes élus qui se retrouveront ensemble au gouvernement, eh bien, continueront la même politique de Bruxelles, la même politique qui va en marche vers le gouffre. Alors, je vois que vous avez mal vu le programme d'Emmanuel Macron. Je vais vous rappeler. Je le connais par cœur. A priori, pas très bien. Sur l'accusation, en tout cas, de si Macron est élu, ce sera les mêmes qui reviendront. Alors justement, Manuel Valls a soutenu Macron. Est-ce que pour autant il sera là dans le gouvernement? Voilà, il ne faut pas confondre soutien, ralliement, et puis derrière, place au gouvernement. Et à l'Assemblée, Emmanuel Macron a bien dit lors des élections législatives, quand il sera président de la République, qu'il y aura 50% de renouvellement de la classe politique. Ça veut dire qu'on aura 50% d'élus et qu'on aura 50% de personnes issues de la société civile. Donc, je ne peux pas vous laisser dire aujourd'hui qu'on va prendre les mêmes, puisque c'est faux. Et vous le savez très bien, Emmanuel Macron veut aussi une parité homme-femme. C'est très important. Aujourd'hui, aucun parti politique ne l'a fait. Mais veut la aussi. parité Je finis, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais ça existe depuis longtemps, la parité. Oui, 85% d'hommes à l'Assemblée nationale. Elle existe en effet, vraiment. De plus, c'est un constat, monsieur Autobruck. De plus, vous avez une probité. Aujourd'hui, pour être candidat En Marche aux élections législatives, il ne faut pas avoir de casier judiciaire. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a demandé, Marine Le Pen, pour ses futurs élus? Le casier judiciaire. Donc moi, je vous dis, les termes qui ont été faits, le non-cumul aussi des mandats. Donc quand vous me dites qu'on va reprendre les mêmes élus, c'est faux. Je ne peux pas vous laisser dire aux Réunionnais des bêtises. Vous savez très bien que c'est un des plans d'Emmanuel Macron, parce qu'il sait très bien que si aujourd'hui, on veut renouveler la classe politique et si on veut faire bouger les choses, ça sera avec ce renouvellement de la classe politique. Alors, permettez-moi de répondre, c'est qu'un renouvellement de classe politique n'appartient pas à quelques individus, c'est le peuple qui crée le renouvellement à travers ses votes. Et uniquement le peuple. Aujourd'hui, M. Macron dira ce qu'il veut, demain il va être piégé par ses anciens membres du gouvernement qui l'ont rallié. Il n'aura pas le choix que de les prendre, parce que sinon, ce sont eux qui vont le virer. Mais pas du tout, puisque ils vont le mettre en difficulté. Mais non, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Ils vont leur faire du chantage. Mais je sais comment ça fonctionne à l'Assemblée. Je vais vous expliquer. Vous allez avoir 577 investitures au niveau du mouvement En Marche. Sur ces 577 investitures... Vous en faites partie, Karine Garcia, question subsidiaire. J'ai posé ma candidature. Après, voilà, je n'ai pas encore Et donc, juste pour dire, je n'ai pas posé ma candidature. Je suis un homme libre et j'entends le rester. Je ne veux pas être élu. Vous avez une condamnation, donc vous ne pourriez pas être élu. Je n'ai pas de condamnation. J'ai donné mon casier judiciaire vierge. Vous avez été condamné, monsieur. Non, madame. Ah si. Je vous... Alors c'est très intéressant. C'est une accusation, alors répondez, monsieur Autobruck, qu'est-ce qui s'est passé? Je mettrai madame Garcia au tribunal. Parce que mon casier judiciaire est vierge. Vous avez été condamné, monsieur Autobruck. Non, madame. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là? Je ne suis pas au courant de ça. Expliquez-nous tout. Je ne suis pas condamné, j'ai un casier judiciaire vierge. Je vous invite à taper votre nom dans la presse et on voit toutes les informations. La presse dit ce qu'elle veut. Si vous avez une condamnation, donnez ces fausses informations, c'est pas une fausse information. Je vous poursuivrai, madame. Non, c'est pas une fausse information. Vous avez été condamné. Je finis parce que vous m'avez coupé la parole. On continue sur. Pour finir, donc dans les investitures, quand vous avez la moitié en fait des investitures qui vont être des personnes de la société civile et des élus, forcément, ce renouvellement de la classe politique se fera. Donc, quand vous dites, non, il va être pris il y aura que des élus, non, puisque déjà, dans les investitures, il y aura la moitié des investitures qui seront de personnes issues de la société civile. Alors des gens que personne ne connaît. Et alors comment faire face aux gros mastodontes parachutés? C'est ce qu'on a posé à Emmanuel Macron quand il est venu ici. Comment faire? Justement, les gros mastodontes parachutés, personne n'en veut. Donc si aujourd'hui on veut renouvellement de la classe politique, c'est aussi faire confiance à des personnes qui en ont marre. Parce que moi, je vais vous donner mon expérience. J'ai jamais fait de politique avant. Je me suis jamais engagée dans un parti politique parce que je me suis jamais identifiée à un parti politique. Seul le mouvement En Marche, où enfin j'ai trouvé quelque chose de nouveau, et c'est pour ça que j'ai pris l'engagement de le faire. Des personnes comme moi, il y en a plein. Et on est exactement
exactement, quand on discute avec les gens, c'est se dire, on en a marre des élus qui sont là depuis des années. Vous, et avec tout le respect que je vous dois, Karine Garcia, vous l'avez dit, qui êtes neuve en politique, comment faire face à quelqu'un comme Erika Barej, qui a été ministre des Outre-mer, que tous les Réunionnais adorent, chérissent. Comment on fait pour convaincre face à quelqu'un comme ça? Après, il faut le faire en travaillant en intelligence. Je ne sais pas qui aura les investitures et dans quelle circonscription. L'idée, c'est quand je vous dis qu'il va y avoir des circonscriptions, il y aura des élus et de la société civile, c'est de le faire en juste intelligence avec des élus et de la société civile. Donc on ne va pas opposer. C'est bien parce que Mme Garcia reconnaît qu'elle ne sait pas qui. C'est-à-dire, je ne décide pas au niveau de la Commission nationale d'investiture. Je vous confirme, oui, c'est une commission qui est neutre et autonome. C'est quand même grave. Nous savons qui sera représenté dans les 7 circonscriptions à La Réunion. Mme Garcia ne sait pas. Donc on ne fait pas de la politique en ne sachant pas. Sur justement la société civile, prônée par Emmanuel Macron, investir des personnes neuves en politique qui n'ont pas fait la politique comme un métier. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Mais c'est du vent, c'est du pipeau. Mais comment on peut dire des choses pareilles? Vous croyez que, comme il disait tout à l'heure, les dinosaures de la politique vont laisser faire le jeune Macron, qui est un adolescent de la politique, qui est un petit roquet qui s'est énervé l'autre jour face à Marine Le Pen. C'est un ado, oui, c'est un ado de la politique. Il est bien trop jeune pour inexpérimenter. Si le jugement se fait juste sur l'âge, ça laisse... Non, ça m'énerve pas, mais juger une personne sur son âge, c'est un petit peu non, c'est pas sur son âge. On l'a vu s'énerver face à Marine Le Pen. Il est comme Monsieur Valls, il se met à trembler devant Marine. Mais devant Marine. Il faut une expérience pour devenir président de la République. Et croyez-moi, il est loin de l'avoir. Est-ce que justement, Jean-Claude Autobruck, vous pensez que les Français en ce moment, avec d'ailleurs les résultats aux élections, au dernier scrutin, est-ce que vous pensez vraiment que les Français veulent des gens qui ont déjà plusieurs années derrière eux en politique, sachant que des gens comme Sarkozy, Juppé, Fillon ont été éliminés durant ces dernières élections, qu'elles soient primaires ou bien nationales? Alors plusieurs années, ça ne veut rien dire ça, mais ça veut dire au moins une expérience. Quelle expérience a-t-il, ce monsieur? La seule chose qu'il ait fait, c'est vendre Alstom et mettre 800 ouvriers à la porte. C'est lui qui a vendu Alstom. C'est juste hallucinant. Donc aujourd'hui, vous prenez quelque chose et vous dites exactement l'inverse. Donc vous dites qu'il est trop jeune, mais à la fois, il faut renouveler la classe politique. Il faut être un petit peu cohérent. Forcément, si vous avez des personnes qui arrivent au niveau de la classe politique, qui sont un renouvellement de la classe politique, vous pouvez pas leur dire qu'elles n'ont pas l'expérience, qu'elles sauront pas faire ci. Et à l'inverse, vous dites que les élus qui sont là depuis 30 ans, il y en a marre. Il faut être un petit peu cohérent aussi dans le discours. Soit on veut un renouvellement de la classe politique et en effet, on prend des personnes qui sont pas des professionnels de la politique, qui sont moi je le vois, je suis salarié du secteur privé depuis plus de 20 ans. J'ai jamais fait de politique, mais je pense vraiment pouvoir apporter des choses, en tout cas aux Réunionnais. Aujourd'hui, vous avez des professionnels de la politique qui sont à La Réunion en métropole du 30 ans, et vous êtes en train de nous dire vous-même que ces dinosaures vont rester là. Mais non, mais les gens n'en veulent plus. Arrêtons. Je ne parle pas des dinosaures. Et renouveler la classe politique, oui, mais avec des gens qui n'ont pas participé à mettre la France à genoux. C'est tout ce que je veux dire. Emmanuel Macron n'a pas participé à mettre la France à genoux. Ah, je regrette, il a fait partie du gouvernement Hollande. Mais il a fait 2 ans, je vous rappelle qu'il a démissionné, donc arrêtez de lui mettre tout sur le dos. C'est même lui qui était le conseiller personnel de François Hollande en début de mandat. En 2012, effectivement, c'est le cas. Il a été son conseiller, donc c'est lui... Il a mis en place notamment le CICE, il a aidé à mettre en place le CICE, critiqué par beaucoup. Il a mis en place les 60 mesures mensonges de Hollande. Non, c'est pas ce mensonge de Hollande. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron... avait justement un projet qui n'a pas pu le réaliser. Il faut dire quand même ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, s'il a démissionné du gouvernement, c'est qu'il n'a pas pu mettre en place ses réformes. Donc aujourd'hui, le dire qu'il est responsable de tout, il faut quand même avoir la justesse de reconnaître les choses, c'est qu'il a eu le courage de démissionner du gouvernement. Donc arrêtons de dire qu'il est responsable de tout, puisqu'il est parti. Il n'est pas responsable de tout, comme François Hollande n'est pas responsable de tout. C'est une équipe socialiste qui est responsable de tout, et ce monsieur a fait partie de cette équipe. Point final. Alors, moi, je serais tenté de dire que c'est pas l'équipe socialiste. Ça fait 30 ans de politique que nous avons en France qui est responsable du résultat d'aujourd'hui, monsieur. Exact. Bon, voilà, au moins un point d'accord. Alors, ces derniers jours, et on ouvre un nouveau volet, ces derniers jours, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont rendus à Amiens, en Picardie, à l'usine Whirlpool, où plusieurs emplois sont menacés. On a vu, c'est vrai, 2 méthodes de communication. L'attitude d'Emmanuel Macron a été...
un petit peu critiqué. On lui a reproché de ne pas être allé assez au contact des ouvriers. Pourquoi, à votre avis, Karine Garcia? Et je vous passe la parole après. Alors déjà, ça s'est fait quand même un deux temps. Vous savez que d'une part, il était à la chambre de commerce avec la représentante des syndicats, et ensuite il s'est rendu dans l'entreprise. Il est resté au final, ça fait au final plus de 3 heures entre la réunion à la chambre de commerce, plus ensuite quand il est allé chez les salariés. Dans une usine où 90% des ouvriers ont voté pour Marine Le Pen. Voilà, Marine Le Pen est restée une vingtaine de minutes. Est-ce qu'elle est venue, c'est avec des militants du Front National, a donné des sifflets, est amenée avec des croissants et a fait des selfies. Voilà, excusez-moi. Si, mais c'est la réalité, monsieur, c'est ce qui s'est passé. C'est bien, ça me fait rire. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc après, vous avez quelqu'un qui est sur le terrain, qui essaye de trouver des solutions, et vous avez une personne qui travaille la com. Voilà. Vous essayez de nous faire croire qu'on fait voter à 90% avec des croissants. Non mais soyons sérieux un petit peu. Non mais c'est ce qui s'est passé quand quand Madame Le Pen est allée chez Mme Garcia, un petit peu à moi. Monsieur Macron, lui, pendant qu'il discutait avec les dirigeants de l'entreprise, Marine Le Pen était avec les salariés de l'entreprise. C'est vrai qu'il était avec les syndicats. Il était avec les syndicats, monsieur Autobruck. Quand il est sorti de discuter avec les syndicats et les patrons, de toute façon, c'est les mêmes. Les syndicats marchent avec les patrons. Les syndicats sont payés par qui? Par les patrons et par l'État. Donc, ils obéissent. Ils sont du côté des ouvriers ou des salariés. C'est la même famille, cher monsieur, aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y aura une grande réforme au niveau de Marine Le Pen vis-à-vis des syndicats. Et c'est pourquoi les syndicats se mettent contre nous aujourd'hui. Parce qu'elle veut réformer le statut des syndicats. Ils sont trop grassement payés par l'État. C'est celui qui paie les violons qui choisit la musique. Oui ou non? Alors, je pense que les syndicats apprécieront Donc, monsieur Macron est sorti. Les syndicats ne sont pas les amis non plus d'Emmanuel Macron, pardon. Il s'est fait huer. Marine Le Pen a été applaudie par tous les salariés. Il y a une grosse nuance. Alors, il faut quand même voir jusqu'au bout. Je vous rappelle qu'à la fin, Emmanuel Macron ne s'est plus du tout fait huer quand il a fini par discuter avec les salariés. Un mégaphone, notamment, il l'a pris dans ses mains et a parlé aux salariés avec un mégaphone. Il faut regarder jusqu'au bout des choses et pas simplement que la partie qui vous intéresse. Après, je pense que les syndicats... après, je pense que les syndicats apprécieront que ce sont les copains des patrons. Alors ça, je l'avais encore Pardon, Karine Garcia, mais les syndicats ne sont pas forcément les amis non plus de votre mouvement En Marche. Justement, quand j'entends M. Autobruck qui dit qu'il veut réformer le système, Emmanuel Macron aussi veut le faire, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que souvent il y a des blocages. Encore une fois, il copie. Mais non, mais il copie rien. Il veut faire plaisir à tout le monde. Pas du tout, il veut pas faire plaisir à tout le monde. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, jamais le document original. Je peux finir? Oui, aujourd'hui, ce qu'il propose, c'est qu'on se rend compte qu'il y a souvent des blocages par rapport à des syndicats qui peuvent être en minorité dans une entreprise. Donc, ce que Emmanuel Macron propose, c'est que toutes les personnes puissent être syndiquées et qu'au final, ça va être un ensemble de personnes qui vont pouvoir prendre des décisions. Et on se rend compte qu'il y aura forcément moins de blocage puisque ce sera une décision qui sera globale par rapport à une entreprise. Mais c'est de l'utopie. Non, c'est pas l'utopie, ça existe dans plein d'autres pays, monsieur. Ce syndique qui veut, nous sommes dans un pays libre. 7% de syndiqués en France, 7% de personnes syndiquées en France. Ça. 7%. Non, ça existe dans plein d'autres pays, monsieur. Justement, il n'y a pas beaucoup de gens syndiqués. Pourquoi demain, tout le monde serait syndiqué? Mais monsieur, regardez dans les autres pays comment ça se passe. Chacun est libre de se syndiquer ou pas. Regardez dans les autres pays, on se rend compte qu'aujourd'hui, les pays où tout le monde est syndiqué, nous avons beaucoup moins de blocages de grève parce que forcément, la décision, elle est collective. Du coup, on ne bloque pas. Mais je vous rejoins là-dessus, bien sûr. Très bien. Alors, juste une question, Karine Garcia. Laurence Parisot, c'est une information révélée hier par l'Express. Laurence Parisot, ex-présidente du MEDEF, a proposé ses services à Emmanuel Macron s'il devient président de la République. Est-ce que vous seriez d'accord, Karine Garcia, pour une Laurence Parisot ministre? Alors d'une part, c'est pas à moi de décider ça. Bon, votre point de vue là-dessus. Alors, vous savez, des ralliements et des soutiens, il y en a plein. Donc honnêtement, tout ce qui est ministère, Premier ministre, Emmanuel Macron a les compétences pour décider qui il choisira. Et à ce sujet, je ne vois pas quoi. Ouais, mais ça, en fait, cette drague de Laurence Parisot envers Emmanuel Macron. Il y en a beaucoup, en fait, aujourd'hui. Oui, mais alors, le fait que Laurence Parisot, ex-patronne du MEDEF, vienne voir Macron, ça, c'est du pain béni pour le Front National. Ouais, c'est pour ça que vous n'avez aucun d'ailleurs positionnement par rapport aujourd'hui au mouvement Marche. Les ralliements, il y en a plein, on l'a bien vu avec les élus, de droite ou de gauche. On s'est suffisamment, chacun en a profité pour dire, voyez, tous les alliés. Exactement ce que disait M. Autobruck tout à l'heure, vous allez voir, on va tous se retrouver au gouvernement. Non, on sait très bien qu'il faut changer cette classe politique. Donc moi, je fais absolument confiance à Emmanuel Macron et à son staff rapproché pour choisir des personnes qui seront vraiment là pour faire bouger les choses. Oui, mais attendez, Laurence Parisot, si vous mettez une femme comme ça au gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, entre nous, je vais vous dire, François Hollande a su très bien mentir pour être élu. Monsieur Macron sait aussi bien mentir pour être élu. Moi, je crois qu'il promet ces choses-là à tout le monde
Et puis au final, mais il promet rien. Il n'y en a pas beaucoup. Si. Non. Si. Au final, il n'y en aura pas beaucoup qui feront partie de ce gouvernement. Et vous allez voir que nous allons retrouver une très grosse majorité des anciens ténors du Parti socialiste. Mais non, vous reprenez toujours le même discours. Je vous expliquais justement que ces ténors... Je comprends qu'il y ait des ténors qui puissent être là, mais clairement, il n'y aura pas la place pour tout le monde. Et ça a été dit dès le début. Donc, vous redites les mêmes choses et je vous redis qu'en effet, il y aura du changement. Parce que c'est et qu'en effet, il n'y aura pas... Mais non, monsieur, vous savez, quand on renouvelle 50% de la classe politique, on est bien d'accord qu'il y a des élus qui n'auront pas leur place. C'est une réalité. Alors, monsieur Macron est un monsieur qui parle bien. Alors, aujourd'hui, il faudrait savoir si on a besoin de politique qui parle bien ou de politique qui parle vrai. C'est la grosse différence entre M. Macron et Marine Le Pen. Marine Le Pen est une femme qui parle vrai. M. Macron est un menteur, et c'est un beau parleur. Voilà, tout simplement. Macron n'est pas du tout un beau parleur. Il est comme François Hollande à son début. D'ailleurs, c'est bien lui qui l'a conseillé. Et il est en train de dire des mensonges. Et bien sûr, il y aura dans son futur gouvernement, s'il devait être élu, tous les élus socialistes. Je vois que M. Sottobruck s'est reconverti en voyant. Aujourd'hui, personne ne peut savoir qui sera dans son gouvernement, même pas vous. Donc, vous ne pouvez pas affirmer des choses qui sont fausses. Karine Garcia, juste pour rester sur les ralliements, concrètement, lorsque vous voyez tous ces soutiens qui, au fur et à mesure que l'élection éventuelle, c'est ce que nous disent les sondages, l'élection d'Emmanuel Macron arrive, peut-être se précise, toujours selon les sondages, je prends des gants. Qu'est-ce que vous pensez de ces soutiens qui affluent à la fois à droite et à gauche? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un petit peu d'opportunisme? Mais bien sûr qu'il y a forcément de l'opportunisme. Maintenant, le mouvement En Marche, on est tous sereins. On a une ligne de conduite qu'on s'est fixée depuis le début. Et Emmanuel Macron ne changera pas de cette ligne de conduite. Donc même si vous avez des élus qui se rallient au dernier moment, c'est pas ça qui va leur donner une place. C'est tout. Alors, autre point de désaccord, et je vais vous donner la parole tout de suite, Jean-Claude Autobruck, autre point de désaccord dans les deux programmes, celui de la laïcité. C'est une question revenue fréquemment ce matin dans le baromètre de Freedom. À La Réunion, toutes les communautés, vous le savez, vous vivez à La Réunion tous les deux, toutes les communautés sont en harmonie, plusieurs femmes portent le voile sans que ça pose de soucis. Et Marine Le Pen a émis quelques réserves sur ces pratiques. Elle n'est pas un peu hors sujet, ici, chez nous, à La Réunion, lorsqu'elle veut interdire les signes ostentatoires, comme on dit, concernant la religion? Écoutez, vous avez dit bien, La Réunion est un parfait équilibre avec toutes les ethnies, toutes les communautés qui vivent ici. Justement, préservons cet équilibre. Parce qu'à partir de... Vous avez remarqué, il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, tout le monde vivait en harmonie, il n'y avait aucun problème. Et puis aujourd'hui... C'est le cas, là, toujours. Oui, chez nous. Un peu moins, hein. Vous avez vu Saint-Benoît, ça commence, un peu moins. Mais c'est pas malheureusement un cas isolé. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut veiller à cet équilibre. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de tenues religieuses dans les rues, et cela va malheureusement développer un rejet. C'est pas nous qui le formons, ce rejet. C'est que à partir du moment où une ethnie commence à vouloir dominer les autres... Quelle communauté? Alors, dites clairement les choses. Vous parlez de qui, là? N'importe quelle communauté qui sort des signes ostentatoires en public, qui se couvre de la tête aux pieds, que l'on ne sait pas s'il y a un homme... Parlez de... Non, mais n'ayons pas peur des mots, Jean-Claude Autobruck. Vous parlez de qui, là? Je continue. Non, mais vous voulez pas le dire. Je vous voulez pas le dire. Mais si... Mais vous parlez de qui? Je finis ma phrase et je vous le dis. Ouais. J'oublie pas. Qui se cache sous un voile de la tête aux pieds, je précise, que l'on ne sait pas s'il y a un homme ou une femme derrière, ça c'est inadmissible. Vous parlez de qui? Et je parle des musulmans radicaux, de l'islamisme radical, ou des djihadistes, etc., qui peuvent s'y cacher dessous. Ça c'est inadmissible. Voilà. Karine Garcia. Le visage doit être Karine découvert. Garcia, Emmanuel Macron répond à ça, qu'on divise les Français en ayant ce discours. Moi j'ai dit, un voile sur la tête, ça ne nous dérange pas. Mais que l'on voit le visage, que l'on sache à qui l'on a affaire. Karine Garcia. Alors, il faut arrêter aussi de stigmatiser toutes les religions. C'est aujourd'hui, c'est justement, vous êtes là pour opposer les gens. On parlait justement d'un vivre ensemble aujourd'hui. Il faut le préserver, c'est bien ce que je vous dis. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, parler forcément par rapport à une tenue physique, etc., de stigmatiser une religion en particulier, je trouve hyper déplacé votre manière de faire les choses. Il y a une seule religion qui aujourd'hui se promène en tenue religieuse dans les rues. Il n'y en a qu'une. C'est pas les Chinois. Alors sur l'ensemble du territoire, vous parlez de la burqa, pour être clair, et en France, on estime à 2000. Et en France, métropole d'hommes compris, c'est 2000. Il y en a au moins 200 déjà à La Réunion, hein.
Au moins. 2000, est-ce que c'est pas un petit peu anecdotique comme chiffre? Ah bah ça, moi je voudrais voir des chiffres justes. Hein. Non, mais c'est surtout que si on se fie à la personne, à la manière dont elles sont habillées, vous prenez le Jérôme Lebeau, c'était pas du tout quelqu'un qui, d'apparence... Jérôme Lebeau, on rappelle que c'est l'homme qui a été interpellé hier à Saint-Benoît. C'était pas du tout d'apparence. Enfin, comment vous pouvez stigmatiser comme ça une population? Mais je ne stigmatise pas une population, puisque... Mais bien sûr que si. Vous stigmatisez une population en montant les gens les uns contre les autres. Je stigmatise les 2000, je ne stigmatise pas la population. Ce sont les radicaux qui s'habillent en burqa. Ce sont les radicaux. Alors, Karine Garcia, pour répondre à Jean-Claude Autobruck et aller plus loin dans les questions qu'il pose, c'est vrai qu'en ces temps un petit peu tendus sur le plan sécuritaire et international ou géopolitique, et en ces temps compliqués avec la menace terroriste, est-ce que Jean-Claude Autobruck ne soulève pas un problème lorsqu'il dit que lorsqu'on pénètre dans des endroits publics, comme une place en centre-ville ou dans un stade de foot, il faut avoir un visage découvert, sachant qu'il y a des caméras qui peuvent nous filmer et éventuellement nous interpeller en cas de souci? Oui, dans les lieux publics, de toute manière, Emmanuel Macron n'est pas contre un voile, la burqa, etc. C'est quelque chose qu'il est, il veut simplement que les personnes puissent être voilées, puissent vivre leur religion comme elles l'entendent, mais évidemment pas de manière extrémiste. C'est toujours quelque chose qu'il a combattu aussi. On est là pour travailler. Alors nous sommes d'accord sur ce point. Pas de burqa. Non, mais vous en fait vous stigmatisez les gens en disant que M. Macron est favorable à la burqa. Laissez-moi, je vous ai pas coupé la parole. Je vous ai pas coupé la parole. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui vous stigmatisez en disant qu'une personne, suivant la manière dont elle est habillée, elle est forcément un radicaliste, un djihadiste, etc. Arrêtez de stigmatiser les gens par rapport à leur tenue vestimentaire. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait, Karine Garcia? On garde la burqa, on ne l'interdit pas, ou bien on met des réserves quand même? Emmanuel Macron est dans un principe de laïcité. Voilà, il l'a dit... Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que sur les écoles, il n'y a pas de voile, il l'a bien dit. À partir du moment où on est dans des... Eh bien, nous sommes d'accord, Mme Garcia. Mais est-ce que vous avez vu des enfants voilés dans les écoles aujourd'hui? Moi, je vous parle d'Emmanuel Macron jusqu'au lycée. En fait, ce que parle Emmanuel Macron, c'est-à-dire à partir du moment où la personne a l'âge de sa réflexion, c'est-à-dire qu'elle est majeure, elle fait son choix. Elle choisit d'être voilée, etc. Un enfant, quand il est mineur jusqu'à sa majorité, on n'autorise pas un voile parce qu'on est justement dans un principe de laïcité. Donc si la personne a envie d'être voilée, de porter une burqa, qu'est-ce que je vous dis? Si c'est son choix, à partir du moment où c'est son choix et qu'il ne lui est pas imposé, c'est là où il faut travailler. Donc Emmanuel Macron est favorable à la burqa. Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Je ne dis pas qu'il est favorable à la burqa, je vous dis simplement... Alors vous êtes d'accord avec nous? Mais laissez-moi finir de parler. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, la personne, si elle a envie de porter une burqa parce qu'elle se sent de le faire, à partir du moment où elle est libre de le faire, pourquoi elle ne le ferait pas? Je parle de la loi. La loi de M. Macron va-t-elle interdire la burqa ou pas? Mais je viens de vous répondre par rapport à ce principe de laïcité. Non, donc pas répondu. Mais si, je viens de vous répondre. Donc ça veut dire qu'il est favorable, puisque chacun peut porter la burqa. En gros, non mais pour que ce soit clair, Karine Garcia, en centre-ville, une personne, est-ce qu'elle peut porter ou pas la burqa? Aujourd'hui, vous avez plein de personnes sur Saint-Denis qui portent la burqa. On va quand même pas leur interdire de porter la burqa si c'est leur souhait. En tout cas, c'est à partir du moment où la personne est libre, c'est son consentement. Vous pouvez pas imposer une tenue vestimentaire à une personne. Votre réponse est claire, donc il est favorable. Nous sommes contre le port de la burqa. Voilà, c'est clair. Alors, Jean-Claude Autobruck, un minaret qui appelle à la prière en centre-ville de Saint-Denis, est-ce que ça vous dérange? Écoutez, sachant qu'on est à La Réunion, toujours dans un espace, un lieu où il y a de l'harmonie entre les communautés. Déjà, premièrement, ça ne peut que déranger les voisins. C'est une question de bruit. Faut-il déranger du monde autour du minaret ou pas? Ça, c'est la première question, et savoir si les gens, ça les dérange ou pas. Moi, personnellement, je l'entends pas. Ça peut pas me déranger. Bon, c'est à la population qui vit autour à dire oui, ça me dérange ou ça me dérange pas. Là, vous parlez d'un point de vue vie au quotidien, mais d'un point de vue symbolique. Est-ce que ça vous dérange ou pas, ce minaret? Écoutez, un appel religieux dans les rues, ça me dérange dans la mesure où ça peut aboutir à terme à casser l'équilibre qui était si beau, qui est toujours si beau, limite à La Réunion. Mais cet équilibre, existait il y a 40 ans et le minaret appelait déjà à la prière. Peut-être, mais il y en avait beaucoup moins. De culte. Des minarets, il y en a de plus en plus. Alors, Karine Garcia, là-dessus, sur le minaret, est-ce qu'il faut une exception culturelle à La Réunion? Mais c'est une liberté de culte. Aujourd'hui, quand j'entends l'appel à prière, ça va gêner. Mais alors, dans ce cas-là, si je vous suis, on va dire que le son des cloches des églises va gêner aussi. Alors, question intéressante, Jean-Claude Autobruck, par rapport à l'église. Voilà, c'est très simple. Tout ce qui est religieux
doit rester du domaine du privé et du discret. Donc ça veut dire que les cloches dans les églises, les clochers, ça veut dire qu'on enlève ça. Mais bien sûr. Parce que Marine Le Pen, c'est vrai que là-dessus, sur les églises, elle dit que ça fait partie de notre culture française, de nos racines, de notre histoire, et qu'on doit faire une exception pour les clochers. Les sons de cloches sont millénaires, et évidemment, on a l'habitude de les entendre depuis toujours. Bon, donc ça voudrait dire la suppression effectivement d'une coutume. Oui, mais ça fait du bruit aussi, comme le minaret, je comprends pas. Ça fait du bruit, sauf que ça n'appelle personne à la prière. Oui, mais ça fait du bruit, vous l'avez dit pas pour le minaret. Ça fait du bruit, ça appelle aussi. Et je vous signale que des cloches d'église ont été priées de se taire suite à certaines plaintes de voisinage. Donc, s'il y a des plaintes de voisinage pour le bruit autour d'un minaret, ça doit être la même règle. Karine Garcia, sur le minaret, vous dites qu'ici à La Réunion, ça ne pose pas de soucis, mais pour nos amis réunionnais qui nous écoutent depuis la métropole, ils sont nombreux, on les salue. Qu'est-ce que vous dites pour la métropole ? Est-ce qu'en métropole, on doit avoir des minarets qui appellent à la prière ? Après, juste par exemple. De culte. Après, à partir du moment où il y a une bonne entente, qui en effet, il n'y a pas de plainte, je vois pas où est le problème. Enfin, à partir du moment où les personnes sont d'accord, enfin, aujourd'hui, toutes les religions sont. Là, on est en train de revenir quand même c'est quand même hallucinant. Vous avez aujourd'hui des temples tamouls, vous avez des églises chinoises, vous avez des mosquées, vous avez des églises, et là, on est en train de nous dire que maintenant, il faut plus qu'il y ait de minarets. En métropole, j'entends, parce que les minarets en France, en métropole, en tout cas. Bon, on le sait par exemple à Fréjus, Monsieur Racheline y est un petit peu opposé. Bon, en métropole, par contre, là, Karine Garcia, vous voulez un petit peu être plus coulante sur ces minarets. C'est pas être plus coulante. Je pense que il faut que ça soit comment dire, quand on fait une construction, il y a un permis de construire, etc. Il y a une demande. On n'impose pas les choses. Donc, à partir du moment où l'accord a été fait au niveau de la mairie, puisqu'on construit quand même pas comme ça un monument sans permis de construire, il y a un accord. Vous pouvez avoir des personnes qui peuvent s'opposer. Donc, je pense qu'il faut quand même y avoir de la tolérance. Il faut arrêter en fait de stigmatiser quand même certaines religions. Le droit du culte, il existe. Enfin, donc on autorise les minarets en France métropolitaine également. Ça vous ne poserait pas de problème? Donc ça veut dire quoi, qu'il faut interdire les mosquées en France? Non, les appels à la religion. Les appels à la prière. Moi, je suis désolée, excusez-moi, j'habite à côté d'une église. En effet, quand il y a la messe le dimanche matin, on entend sonner les cloches, ça veut dire qu'il faut arrêter. Enfin, il y a un moment, laissons les gens libres de leur culte. S'ils ont envie d'aller à l'église, ils vont à l'église. S'ils ont envie d'aller dans une mosquée, ils vont dans une mosquée. Moi, j'aimerais conclure pour le Front National, juste un mot. Je dis que chacun prie dans sa chapelle et ne répande pas sa religion dans la rue, et tout le monde vivra en harmonie. Alors, tout simplement. On ne dit pas il faut arrêter de devenir ou arabes ou malbar ou musulmans ou chrétiens, etc. Non, chacun dans la discrétion. S'il vous plaît, la religion, c'est personnel. Alors moi, je préfère, entre nous, soit dit, comme qu'il y ait une mosquée, plutôt que d'avoir eu, comme on a vu dans certains endroits dans Paris, où justement, il n'y avait pas de lieu de culte et les gens étaient dans la rue parce qu'ils n'avaient pas d'endroit pour justement se rassembler. Donc, quand vous dites chacun chez soi, excusez-moi, je préfère que ça soit quand même aussi... Je suis d'accord avec vous. Oui, non, mais chacun prie dans sa chapelle, je veux dire. Voilà. Et Marine Le Pen, d'ailleurs, avait comparé les prières de rue à la Et vous avez raison de dire qu'il vaut mieux prier dans sa chapelle. On va essayer d'aborder un maximum de sujets. On a vu la laïcité. Autre sujet qui revient en boucle chez les auditeurs sur Freedom, la question des retraites et des régimes spéciaux. Emmanuel Macron souhaite un régime unique, un alignement du privé sur le public. Actuellement, il y a plus d'une trentaine de régimes différents, effectivement. 37, c'est trop, Karine Garcia? En fait, il y a énormément de régimes qui, certains ne sont plus du tout adaptés. Je vois par exemple pour certains régimes au niveau de la SNCF avec tout ce qui est prime au charbon, etc. Il y a vraiment des spécificités. Alors ça, c'est une légende urbaine, ça n'existe plus depuis 1973. Il y a encore sur certains contrats, il y a encore certains contrats qui prédominent. La volonté d'Emmanuel Macron, c'est de rassembler les Français. Aujourd'hui, on se rend compte que vous avez des régimes qui sont spéciaux qui créent des tensions parfois avec des personnes. Il ne le fera pas tout de suite parce que ça sera justement, il faudra travailler. C'est pour les nouveaux arrivants dans la fonction, en tout cas, et qui concernent. Ça fera pas partie des premiers points, mais en effet, l'idée c'est d'harmoniser à terme le régime, en sachant qu'il a bien dit que les personnes qui étaient proches justement de l'âge de la retraite ne seraient pas concernées, justement pour pas être pénalisées. Alors justement sur la retraite, et je reste avec vous, Karine Garcia, je vous passe tout de suite la parole, Jean-Claude Autobruck. Les régimes uniques, notamment l'alignement du public sur le privé.
On le rappelle, 25 ans, c'est le calcul pris en compte pour les salariés du privé pour la retraite. Et c'est vrai qu'à contrario, les fonctionnaires, eux, ont une retraite calculée sur les 6 derniers mois, ce qui est, selon beaucoup, avantageux. Ça, clairement, Emmanuel Macron, il dit stop à tout ça. Alors, je ne sais pas encore quel régime sera choisi, puisque ça n'a pas encore été défini. Oui. Mais en tout cas, il veut un alignement. Tout à fait. Il voudra, par la suite, comme il veut qu'il y ait un régime au niveau de la suppression du RSI pour qu'on ait un seul aussi régime, il veut en effet pour la retraite qu'on arrive à terme à un seul régime pour arrêter justement ces décalages et ces tensions que l'on retrouve entre citoyens. Jean-Claude Autobruck, Marine Le Pen ne partage pas du tout ce point de vue. Encore une fois, et ça me fait plaisir, si certains points de Marine Le Pen ont été repris. Sur l'alignement. Notamment le RSI. L'alignement du public sur le privé. Au niveau des retraites. Alors, d'avoir une seule caisse unique, je dis non. Il faut avoir le choix. Marine Le Pen donne toujours le choix au peuple. Voilà, ça c'est dans son principe, c'est une de nos valeurs. Donc, avoir une seule caisse, je dis non. Mais par contre, réformer à travers justement le RSI, la caisse de retraite des indépendants, oui, c'est absolument nécessaire. Beaucoup d'entreprises, et notamment alors vous voulez réformer, Jean-Claude Autobruck, Karine Garcia et Emmanuel Macron souhaitent tout simplement supprimer ce régime. Oui. Supprimer, réformer ou supprimer, ça revient même, parce que de toute façon, il faudra créer un autre régime. Donc, on peut très bien, au lieu de raser le RSI, qui aujourd'hui a des locaux, a beaucoup de personnel, autant le réformer, ne pas mettre ces gens à la rue. Ces gens qui travaillent pour le RSI, il faut les conserver au travail, mais dans une retraite juste, pas une retraite qui coule les entreprises. Je pense que là-dessus, Macron ne peut être que favorable. Alors, la suppression du RSI, elle n'est pas forcément par rapport aux retraites. On voit qu'aujourd'hui, le problème du RSI, c'est qu'il y a un très très gros décalage entre, d'une part, le moment où la personne, l'artisan, le commerçant paye, d'une part, ses cotisations, elles sont à 1 an en arrière. Donc, il suffit que vous ayez une baisse d'activité, vous vous retrouvez à payer des charges par rapport à une -1. Donc, ça pose de gros soucis. Oui. Et d'autre part, on se rend compte qu'aujourd'hui, le RSI, c'est un système qui coûte très très cher pour les entreprises. Et au final, ils n'ont pas vraiment de couverture, que ce soit au quotidien et pour leur retraite. Premier point. D'autre part, ce que veut aussi Emmanuel Macron. Marine a dit il y a déjà 5 ans dans son programme en 2012. De plus. Donc on le reprend aujourd'hui. Est-ce que je peux finir ma phrase? De plus, ce qu'Emmanuel Macron est très important, c'est d'une part pouvoir garantir du coup un système qui va être pour tous les salariés, c'est-à-dire que vous soyez artisans, commerçants, profession libérale ou salariés, qu'on ait justement un seul régime qui soit plus juste. Donc ça, c'est vraiment important. La suppression du RSI, aujourd'hui, on le voit à La Réunion, il y a des entreprises qui sont coulées par rapport aux charges du RSI. Et ensuite, alors après, on reviendra peut-être aussi par rapport aux entreprises et aux droits des salariés. On parle de l'Europe aussi. Beaucoup de temps sur la retraite, mais nous y sommes aussi, et ça fait 5 ans que Marine Le Pen le dit. Le RSI, c'est calculé sur des recettes, mais une entreprise, ça fonctionne sur des bénéfices. Le patron, le petit patron, l'artisan, commerçant, profession libérale, agriculteur, lui, doit cotiser sur ce que réellement rentre dans sa poche. Et non pas sur des recettes, ça ne veut rien dire. Karine Garcia. Beaucoup d'entreprises sont coulées aujourd'hui. Oui. Mais Marine Le Pen veut remettre l'âge de la retraite à 60 ans, disons-le clairement, avec 40 annuités pour percevoir une retraite. Ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron pour, en tout cas, le recul de l'âge de départ à la retraite. Il garde l'âge de la retraite. Par contre, il y a une revalorisation du minimum vieillesse de 100 euros. Alors, j'ai fait un petit calcul. À la Réunion, c'est 78 000 retraités au 31 décembre 2015. Vous avez chaque année à La Réunion 800 personnes qui demandent le minimum vieillesse. Il y a à peu près, ça veut dire 810 personnes à La Réunion qui chaque année demandent le minimum vieillesse. Ça veut dire que sur l'ensemble des personnes qui perçoivent leur retraite à La Réunion, on a 25% des personnes à La Réunion qui perçoivent le minimum vieillesse. Ça fait plus de 17 000 personnes. Donc c'est très important, cette revalorisation des 100 euros va concerner 25% des personnes qui sont à la retraite aujourd'hui à La Réunion. On ferme le volet sur les retraites. Il faut qu'on parle de l'Europe. Il nous reste 8 minutes et c'est vrai que l'Europe c'est très important parce que c'est l'un des plus gros points de désaccord entre vous. C'est effectivement Marine Le Pen qui souhaite un retour non pas au franc, mais à une monnaie nationale, après référendum, bien sûr. Emmanuel Macron, lui, veut au contraire une France qui continue de travailler avec les autres pays européens, voilà, une France européenne. Sauf que Karine Garcia, les Français, nous ont montré aux dernières élections qu'ils avaient quelques réserves sur l'Europe et la construction européenne
avec la France. Alors vous avez raison, Emmanuel Macron veut une Europe forte, mais en effet, il faut la réformer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est parfois très rigide sur certains points. Il faut, surtout dans notre territoire ultramarin, qu'on puisse avoir vraiment des spécificités qui soient prises en compte. Aujourd'hui, l'Europe, quand même, par rapport au territoire ultramarin, c'est quand même énormément aussi d'argent qui rentre. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, si on n'avait pas l'Europe, on n'aurait pas la route des Tamarins, on n'aurait pas la route du littoral, on n'aurait pas des réfections d'aéroports. Donc, on ne peut pas aujourd'hui... Vous rigolez, mais c'est quand même la réalité. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, ce qu'il veut, je finis juste ma phrase. Ce que veut Emmanuel Macron, c'est une Europe forte, mais qui soit plus juste. Voilà, c'est aujourd'hui. Donc en effet, aujourd'hui, on a peut-être des blocages. Et Emmanuel Macron, c'est une de ses volontés, et il réussira à ce que nous ayons une Europe forte qui sera plus protectrice pour nous. Alors, Jean-Claude Autobruck, puisque vous ne partagez pas du tout ce point de vue. Moi, déjà, je suis obligé de vous dire le dernier mot sur la retraite, parce que le minimum, là, on parle de l'Europe, le minimum vieillesse sera pour tous. Voilà. Oui. Allez, ça y est, minimum vieillesse, on revalorise les petites retraites. À hauteur de 200 € mensuels. Alors sur l'Europe, sur l'Europe, sinon on se mélange complètement et les gens qui nous écoutent vont rien comprendre. Les petites retraites à 30 € ou à 15 €, il n'y en aura plus. Très bien. L'Europe, s'il vous plaît. Un minimum pour tous de 900 €. L'Europe, s'il vous plaît, monsieur Autobruck. Faut-il que la France continue sa construction européenne en harmonie avec les autres pays? Je ne vais pas dire Mme Garcia, mais je vais dire monsieur Macron dit n'importe quoi. Parce que la Réunion, elle dit financée par l'Europe. Je suis désolé, l'Europe ne finance strictement rien à la Réunion pour la simple raison que la France cotise au niveau d'Europe à hauteur de 21 milliards d'euros chaque année depuis 15 ans. Et ça lui rapporte combien? Et l'Europe nous restitue 13 milliards d'euros en travaux, en subventions, etc., etc. On perd chaque année avec l'Europe 8 milliards d'euros qui sont soi-disant distribués pour les autres pays. Mais à partir du moment où ça va mal chez nous, n'est-il pas mieux de conserver ces 8 milliards d'euros chez nous et que nous ayons à ce moment-là davantage de développement économique avec ces 8 milliards d'euros plutôt que de les donner à fonds perdus pour certains pays dits faibles, alors qu'ils ne sont pas faibles du tout. Prenez le cas de la Grèce, ce qui s'est passé en Grèce. Non seulement on donne ces milliards chaque année, mais l'an dernier, on a donné une cotisation supplémentaire à fonds perdus, de l'argent qu'on ne reverra jamais. Et est-ce que les Grecs en ont profité? Non! Ce sont les banquiers qui étaient en difficulté en Grèce qui ont récupéré cet argent. Autrement dit, nos impôts, nous, les Réunionnais, la France, nous finançons des soi-disant pays faibles, en réalité des banquiers. Nous donnons cet argent aux banquiers. Alors ça suffit. Gardons cet argent et c'est seulement la France qui finance la route en mer, la route des Tamarins et tous les grands chantiers que vous voyez à La Réunion. C'est la France seule. Mais si, monsieur, en faisant ça, la France seule, ça veut dire que vous fermez toutes les entreprises au marché européen. Parce que dites-vous bien que si vous fermez les frontières, les entreprises extérieures ne voudront pas de nous quand on voudra... comment faisions-nous monsieur, je vous ai laissé parler. Non, mais comment faisons-nous avant l'Europe? Nous allons revenir au même système. Nous aurons un libre-échange. Non, monsieur, si aujourd'hui vous fermez les frontières, vous voulez pas que les gens viennent, vous doutez bien qu'ils ne voudront pas non plus que vous sortiez, monsieur, eux ne travailleront plus chez nous. Vous comprenez bien qu'il va y avoir un équilibre commercial qui va se recréer comme c'était exactement avant la Constitution de l'Europe. Donc les entreprises ne pourront pas non plus exporter. C'est assez logique. C'est assez logique si vous bloquez des personnes qu'elles ne puissent pas rentrer. Mais si vous fermez les frontières, monsieur. Mais non, monsieur. Vous fermez. Mais monsieur, laissez-moi finir de parler. Monsieur. Les frontières au commerce. Mais monsieur. Le commerce aura toujours droit de cité dans le monde entier. Bien sûr. Vous pensez qu'en ayant une France qui va se renfermer? Nous aurons des accords avec les États-Unis, nous aurons des accords avec les Russes ou avec le Moyen-Orient pour les travaux. Si vous fermez vos frontières, la France. Mais monsieur, laissez-moi finir de parler, s'il vous plaît. Nous ne fermons pas les frontières. Monsieur, vous avez dit que vous fermez les frontières. Donc, mais laissez-moi finir de parler. On rétablit les frontières. Monsieur, allez, Jean-Claude Autobruck, s'il vous plaît, Karine Garcia répond. Monsieur, aujourd'hui, soyons galants. Soyons galants. Aujourd'hui, ce que vous voulez, en refermant les frontières, il faut pas. Mais monsieur, laissez-moi finir de parler. Mais oui, je vous ai laissé finir de parler. Mais si forcément vous refermez la France sur vous-même, elle va s'appauvrir puisque forcément elle sera moins compétitive. C'est exactement aujourd'hui ce que veulent les États-Unis, ce que veulent les Russes. Et d'ailleurs, le Front National est énormément soutenu par les Russes parce qu'ils veulent une Europe faible. Forcément, si vous divisez tous les pays de l'Europe, on n'aura plus aucune compétitivité. Je parle même pas de la sortie de l'euro où il faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui la France a une dette de 2200 milliards, d'accord? Cette dette, elle existe. Donc si on revient à une autre monnaie
ça veut dire qu'on va avoir une inflation dans notre pays et notre dette, elle va être multipliée par 30%. Mais si, monsieur, c'est mathématique et logique, c'est la réalité. Ne mentez pas aux Réunionnais, c'est la réalité. Je vais pas mentir, vous inquiétez pas, je vais vous citer des gens. Comment fonctionnait la France avant la création de cette Europe? Eh bien, elle fonctionnait très bien, merveilleusement bien. Nous étions en avance sur les TGV, nous étions en avance sur l'aviation, nous étions en avance sur les fusées spatiales, etc. Alors, ne dites pas que on va pas revenir aux mêmes méthodes. Mais bien sûr, ça fonctionnera mieux. Vous avez juste depuis non, mais je vais parler. C'est depuis cette création d'Europe, justement, que nous descendons les marches infernales. La marche infernale de M. Macron, vous savez, en marche. Voilà, en marche infernale, vers la descente. C'est depuis ce jour-là. Si ça fonctionnait bien avant, pourquoi demain vous voulez que ça ne fonctionne pas bien? Et moi je vais vous dire donc, parce que vous dites n'importe quoi, moi je vous cite Monsieur Paul Krugman, vous le connaissez? Prix Nobel d'économie. Il a déclaré: la plus grosse erreur de l'Union européenne fut l'instauration de l'euro. Et aujourd'hui, Monsieur Sigmar Gabriel, ministre de l'économie allemande, c'est pas n'importe qui. Alors, je finis parce que j'aimerais bien. Karine Garcia, j'aimerais bien répondre. Il nous reste 30 secondes, Karine Garcia. Ne laissez pas toutes vos économies sur des comptes. Allez, Jean-Claude Autobruck, s'il vous plaît. Karine Garcia, vos réponses, s'il vous plaît. Il nous reste 20 secondes. Alors, Monsieur Autobruck, vous revenez. En fait, il y a une France, d'une part, d'il y a 60 ans. Aujourd'hui, la France prospère. Monsieur, aujourd'hui, le monde a évolué. Là où tout le monde avait du travail. Jean-Claude Autobruck. Plus de travail. Mais monsieur, vous êtes galé encore une fois. Allez, Karine Garcia, s'il vous plaît. Avant la création d'Europe, il n'y avait que 800 000 monsieur, vous parlez aujourd'hui. Avant la création d'Europe, il n'y avait que 800 000 chômeurs. Essayons d'être sympa avec madame. 6 millions aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une Europe, avec des entreprises. Vous prenez par exemple comme Airbus. Si aujourd'hui Airbus réunit, c'est grâce justement à l'Europe parce que des pays sinistres. Donc aujourd'hui, Airbus existait avant l'Europe. Mais qu'est-ce que vous nous racontez là? Vous voulez revenir à une Europe d'il y a 60 ans en étant au 21e siècle. Il faut évoluer avec votre temps. Qui marchait mieux. Mais monsieur, le monde a évolué. Il faut vivre avec notre monde, monsieur. Lorsque les pays décident de leur sort économique, tout fonctionne monsieur, on est au 21e siècle. Il y a une émulation, il y a une concurrence qui se crée de manière à toujours être le meilleur. Et c'est comme ça que l'on avance, que l'on monte. Mais non, monsieur, vous n'évoluez pas avec le monde. Monsieur Autobruck, merci. Madame Karine Garcia, merci également. On rappelle que Monsieur Autobruck, vous soutenez Marine Le Pen. Karine Garcia, vous soutenez Emmanuel Macron. La semaine prochaine, à votre même place, ce seront Thierry Robert et vous-même, Jean-Claude Autobruck, qui allez débattre toujours sur ce second tour. J'en profite également pour glisser un mot sur le nouveau studio de Freedom. Nous y sommes, nous les traînons aujourd'hui et je remercie Alain, Max et Denis pour leur beau travail. Voilà, tout de suite c'est Europe 1 et à tout à l'heure sur la Libre Antenne. Merci à vous tous pour cette émission politique.